Ah, voilà, on est enregistré. Du coup, il y a une dizaine d'années, je travaillais encore en indicto. Ça fait voilà, pas mal d'années que je travaille en indicto. Et je trouvais que la thérapie cognitivo-comportementale plus classique, disons, eh ben, avait ses limites avec certains patients que je suivais, notamment avec des troubles de la personnalité borderline, ce qui m'a amené bah voilà, à rechercher d'autres thérapies. Enfin, voilà. Et je suis tombée sur des écrits sur la thérapie comportementale dialectique. Puis il y a eu un peu plus de 10 ans, c'était quand même globalement très compliqué de se former à cette thérapie. Mais j'ai trouvé et j'ai eu cette chance d'être formée avec Dominique Page. Et depuis, je pratique la TCD. Alors, vous verrez, d'une certaine manière, je vais faire la distinction plus tard. Et donc, je suis ravie de vous présenter. Donc, il y a alors, est-ce que ça change? Mince, j'arrive pas à... Ah mince, ça veut pas changer la slide, ce qui est quand même pas très pratique. Alors, pourquoi je ne peux pas... euh, Alors, désolée, du coup. Ah bah, désolée. Alors, là, ça veut bien Ça, ça marcher. marche, c'est bon, ouais. C'est bon. Donc voilà, j'ai divisé un peu mon intervention en trois. Donc, je vais d'abord définir c'est quoi la TCD, puisque je ne savais pas si ce soir, voilà, serait composé un public de professionnels avertis en TCD ou pas du tout. Héloïse m'a bien confirmé que effectivement, il y aurait des personnes qui ne savaient pas du tout ce que c'était. Après, je vous parlerai des adaptations spécifiques dans le cas des prises en charge pour les adolescents et leurs familles. Et puis en troisième partie, ben, je vous parlerai de ma pratique en libéral avec l'exemple de Roxane qui a un TDAH et un TPL. Alors, c'est quoi la TCD? Alors, la TCD, c'est une thérapie inventée par cette grande dame là, qui est là en photo, qui s'appelle Marsha Linehan, qui est pour moi une des grandes dames de la psychologie et qui restera un nom gravé dans ceux qui ont fait avancer les choses dans le monde de la psychothérapie. En tout cas, elle a créé cette thérapie et on a su plus tard que elle-même avait eu un diagnostic de trouble de la personnalité borderline avec un parcours en psychiatrie assez important dans ses jeunes années avec voilà, même un diagnostic de schizophrénie qui a été invalidé après. Enfin, tout un tas d'hospitalisations assez importantes. Et quand elle est devenue psychologue, eh bien, effectivement, elle s'est intéressée à ces personnes qui avaient une dysrégulation émotionnelle très forte. Et puis, elle était passionnée par les TCC et j'ai envie de dire, tout comme moi, elle a constaté que ça avait ses limites et qu'il peut-être il fallait adapter la prise en charge pour que ce soit plus efficace pour cette population. Donc voilà. Alors, non. Je vais pas arriver à passer les slides. Je ne sais pas pourquoi. Alors, puis là, ça change. Bon, désolé. Alors, dialectique, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est souvent la première chose qu'on nous demande, c'est, bah oui, mais dialectique, ça veut dire quoi? La dialectique la plus importante, c'est de pouvoir intégrer en même temps le changement et l'acceptation. Et les TCC, disons, de première et deuxième vague, étaient vraiment centrés beaucoup plus sur le changement et beaucoup moins sur l'acceptation. Et effectivement, la troisième vague des TCC, c'est elle beaucoup plus appuyée sur la notion d'acceptation. Donc, ACE qui a créé la thérapie ACT, enfin, toute cette période, en tout cas, c'est la même période que Marshall Linehan. Les programmes de pleine conscience aussi, hein, Marlatt avait un laboratoire aussi à Washington comme Marshall Linehan. Enfin, toutes ces ébullitions, en tout cas, de cette période et du coup, elle a intégré le changement et à la fois l'acceptation dans le travail thérapeutique. Mais il y a d'autres, je ne sais pas pourquoi, je vais avoir, je crois, un souci à chaque fois. Je glisse là. Alors, je vais essayer d'enlever la barre aussi au-dessus. Je suis désolée, j'ai un petit parce que je vois pas bien mon... Alors,
je vois pas bien le PowerPoint, ce qui est pas très pratique. Alors, non. Bon, désolée. Du coup, je ne sais pas si je vais arriver à lire moi-même ce que j'ai écrit, parce que j'ai la partie des visages sur le côté. Bon, désolée pour ce souci technique. Et effectivement, dans le trouble de la personnalité borderline, eh bien, on retrouve, hein, vous avez dû retrouver, si vous avez des patients qui sont borderline, cette dichotomie, ils voient tout en noir ou blanc, hein, dans des extrêmes, c'est tout ou rien. Et puis d'une manière qui peut être parfois rigide, hein, et très rigide. Voilà, et j'avais noté cet exemple, j'ai fait une erreur, je suis une mauvaise personne. Voilà. Et du coup, ils peuvent être bloqués dans cette polarité, dans ces extrêmes. Et puis, moi, je dis souvent, la TCD, ça permet d'essayer de mettre du et au lieu du ou. C'est pas ou, c'est et, hein, et d'intégrer ces polarités. Alors, la TCD a été largement étudiée à travers le monde. Il y a encore peu d'études en France, même si ça commence à sortir. Il y a un gros centre à Strasbourg, le Grémo. Et du coup, c'est intégré au CHU. Il y a de la recherche scientifique. Mais du coup, de par le monde, il y a énormément de recherches sur le trouble de la personnalité borderline, avec plutôt des fortes recommandations, hein, ça fait partie de ce qu'on appelle les gold standards en EBM. Mais il y a d'autres études qui ont montré que, notamment dans le TDAH, mais aussi sur la prise en charge de la colère, il y a des adaptations de la TCD pour le stress post-traumatique, notamment aussi le trauma complexe, avec un Allemand qui s'appelle Bohus, qui a créé une adaptation spécifique sur les automutilations, sur toutes les addictions de manière globale, les TCA, l'anxiété, la dépression. Il y a même des études qui sont sorties sur la bipolarité, hein, dans le cadre du rétablissement et de la stabilité. Enfin voilà, en tout cas, il y a énormément d'études, puisque ce sont des TCC, donc effectivement, il y a j'ai envie de dire, cette culture d'aller regarder, mais est-ce qu'on fait, c'est efficace? Et quand on parle d'efficacité, la TCD, ça fait partie aussi de ces concepts. On va regarder, mais est-ce que ça, c'est efficace ou c'est pas efficace? Donc forcément, il y a des études sur le sujet. Alors non, ça ne veut toujours pas. Voilà. Alors, Marsha Linehan, elle a créé cette thérapie, mais elle a aussi créé derrière une théorie que moi, je trouve particulièrement intéressante et qu'on retrouve, enfin moi en tout cas, qui travaille beaucoup avec les addictions, ben, ça rentre très bien dans ce cadre-là. Et en fait, ce qu'elle explique, c'est que c'est la rencontre entre des caractéristiques biologiques et un environnement invalidant qui va créer chez une personne de la dysrégulation émotionnelle, hein. Et que c'est pas seulement un environnement invalidant, c'est pas seulement un problème de génétique, mais c'est bien la rencontre de ces deux qui va faire que eh bien, la personne va être dans des dysrégulations très importantes. Alors, c'est quoi un environnement social invalidant? Alors, j'ai envie de dire, le plus petit pourrait être ce qu'on peut dire, ce qu'on parfois on disait, hein, dans le temps aux enfants, c'est arrête de pleurer, ça va aller. Enfin voilà, c'est invalider l'émotion, invalider une pensée, un comportement. euh, ou ça peut être vouloir toujours le changement, mais sans jamais être dans l'acceptation. Ça peut être aussi un environnement où il y a pas, on ne parle pas des émotions, hein, ça se parle pas, ça se fait pas. Voilà. Et puis dans les cas, je dirais les plus extrêmes d'invalidation, c'est bah, tout ce qui est de l'ordre de l'agression sexuelle, de l'inceste, de la violence physique, etc., hein. Euh, mais c'est pas toujours le cas. Voilà. Et d'ailleurs, les études, il me semble avoir lu ça quelque part, montraient que dans le sens trauma, dans le sens du stress post-traumatique, enfin du trauma, voilà, ne présentaient pas tous une histoire traumatisante, par contre des invalidations, mais ne sont pas forcément considérées comme de la maltraitance en soi. J'espère que je suis claire. Alors, la vulnérabilité émotionnelle, du coup, ça crée une dysrégulation émotionnelle et donc une vulnérabilité émotionnelle.
Et je trouve que ce schéma est assez clair et c'est celui aussi que je présente aux patients, y compris aux adolescents et à leurs familles. C'est que une personne lambda qui n'a pas cette vulnérabilité émotionnelle, eh bien, ça va être la petite courbe qui est verte. Donc du coup, voilà, ça monte, hein, bien évidemment, on monte en intensité si on a un facteur déclencheur de stress ou d'autres émotions, et puis ça finit par redescendre. Quelqu'un qui a une vulnérabilité émotionnelle, ça va monter beaucoup plus haut. Le retour à la base va être beaucoup plus lent. Et puis si entre-temps, il y a un autre facteur déclencheur, comme ça peut arriver, eh bien ça repart encore plus haut et c'est encore un retour encore plus lent à l'état de base. Et puis, ce que ces personnes constatent, qui sont dans des intensités très extrêmes, qui peuvent être très invalidées, mais pourquoi tu t'en fais autant? Et pourquoi tu es... Voilà, peuvent être invalidées parce qu'effectivement, l'intensité est très forte pour ces personnes. Et ce qu'elles peuvent aussi, ce qu'on retrouve souvent, c'est ce qu'on appelle les comportements autodommageables. Alors moi, celui que je rencontre le plus, c'est les addictions, mais il y a aussi les scarifications, enfin les TCA, enfin voilà, tout un tas de comportements autodommageables parce que, par exemple, je vais fumer un joint, je remarque effectivement, ça va me ramener à une intensité moindre émotionnelle, ça marche sur le court terme, donc je continue. Hein, et puis les risques d'addiction et de multiplier les scarifications parce que ça va provoquer le retour à l'état de base, mais ça va bien évidemment entraîner d'autres conséquences euh, plus importantes en fait après. Alors, dans la TCD, la TCD a 5 fonctions. Et l'idée, c'est, il y a une mise en place, donc on verra tout ça après, une mise en place de choses précises pour que ces 5 fonctions soient réalisées dans la psychothérapie. Une des premières fonctions, c'est l'amélioration des compétences. On va partir de l'idée que les personnes sont capables de s'améliorer, mais il faut leur apprendre des compétences. Pour ça, du coup, on va utiliser des groupes de compétences. Donc, il y a une forme groupale qui est obligatoire et des tâches à domicile. Donc là, on retrouve les TCC classiques, c'est-à-dire si on veut généraliser les compétences, eh bien, on met en place d'autres d'autres exercices à faire. Donc, c'est des choses qu'on va mettre en place dans le suivi individuel et dans la mise en place d'un coaching téléphonique. Je reviendrai sur ce que c'est plus tard. Une des troisièmes fonctions, c'est l'amélioration de la motivation du patient, puisqu'on sait que, et puis le maintien, parce que la motivation, c'est fluctuant, hein, et c'est normal. Et puis de réduire ces comportements autodommageables, dysfonctionnels pour la personne. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un journal de bord, donc ce qui est assez classique là aussi en TCC, le suivi individuel, et puis il y a tout un tas de... Elles ne sont pas toutes mises d'ailleurs ici, mais il y a tout un tas de stratégies très précises qui sont utilisées en TCD. Et là, j'ai cité voilà, stratégie d'engagement, stratégie motivationnelle, mais il y en a encore plein d'autres qui existent et qu'on apprend en formation et qu'on applique après. Il y a aussi, et ça, moi, j'adore cette idée parce que le thérapeute est pris en compte dans cette thérapie et il y a des consultations d'équipe, donc c'est pareil, j'y reviendrai aussi, dans l'idée d'améliorer aussi la motivation du thérapeute pour suivre ces patients qui ne sont pas toujours, enfin, qui peuvent aussi nous mettre dans des états d'anxiété, voilà, d'avoir des personnes qui sont en crise suicidaire, qui ont des comportements autodommageables. Hein, et puis, ça permet d'améliorer et de maintenir des compétences du thérapeute. Et puis, la dernière, c'est la structuration de l'environnement. Donc, c'est pareil, c'est assez classique en TCC. Donc, on va travailler la gestion des contingences comme beaucoup de thérapies en TCC, y compris surtout avec les enfants et les ados en travaillant avec les parents. Et on va prendre en compte, bien évidemment, les aidants. Et puis, voilà, on va regarder si on peut mettre en place aussi ce qu'on appelle des case management, des case managers qui vont, enfin, case management, pour gérer effectivement l'ensemble des suivis, la coordination, etc. Alors, il y a aussi dans la TCD différentes phases. C'est-à-dire que, donc là, je vous ai mis la maison de la TCD qui est une maison qui est souvent reproduite pour représenter en fait
comment on va travailler en TCD? On va d'abord commencer par tout ce qui est comportement destructeur, donc suicidaire et parasuicidaire, donc ce qu'on appelle le stade 1. Donc on va prioriser ces comportements-là, ce qui n'est pas des fois toujours le choix des patients. On va leur dire que ben non, on va travailler d'abord sur cela. Et puis après, on va travailler dans une autre phase d'exposition parfois à des vécus soit traumatiques ou à des émotions, parce qu'il y a énormément d'évitement émotionnel. Donc la deuxième étape du traitement va être de celle de plus les exposer à ce qu'ils évitaient auparavant. La troisième étape va être de plutôt comment on gère les problèmes de la vie courante quand on est plus apaisé, qu'on affronte plus facilement ses émotions. Et bien du coup, voilà, comment on peut gérer plus les petits soucis du quotidien. Et puis bah, après, en phase 4, c'est un peu bah, comment on va continuer en fait à se sentir bien, maximiser notre capacité à s'apporter du plaisir et du bonheur pour maintenir cet état-là. Donc, si vous avez vu dans les 5 fonctions, j'ai parlé de 4 modalités bien précises. Donc là, je vous les remets bien. Il y a la thérapie individuelle, qui est pratiquée par un psychothérapeute, donc psychologue ou psychiatre ou psychothérapeute. Les groupes de compétences qui peuvent être pratiqués par d'autres professionnels, en fait, ça peut être pratiqué par les psychologues, psychiatres, psychothérapeutes, mais ce sont des groupes de psychoéducation et d'apprentissage de compétences et qu'il y a d'autres professionnels qui sont formés aussi. Alors, il faut qu'ils soient formés à la TCD aussi, mais voilà, ça peut être fait par d'autres professionnels. Le coaching téléphonique, qui est fait normalement par le thérapeute individuel, et ce qu'on appelle la consultation d'équipe, qui regroupe l'intégralité des professionnels autour de la TCD, c'est-à-dire ceux qui animent les groupes, qui ne font pas forcément tous de la thérapie individuelle, et les thérapeutes individuels, qu'ils fassent du groupe ou pas. Et il y a un chef d'équipe qui forcément travaille en TCD. Donc si par exemple c'est en hôpital, le chef d'équipe n'est pas forcément le chef de service ni la cadre de santé, surtout s'il ne travaille pas en TCD. J'espère que vous suivez toujours. Alors, je regarde. Non, voilà. Ah, désolé. Ah, je reviens en arrière. Voilà. Et donc, du coup, je vais d'abord commencer par cette slide. Il y a une petite inversion, je suis désolée. Donc, dans les groupes de compétences, il y a 4 groupes qui ont des thèmes particuliers et qui regroupent un ensemble de compétences particulières. Ce qui fait que quelqu'un qui a suivi un groupe de TCD aux États-Unis va voir la même chose que les groupes de TCD en France. Et d'ailleurs, ça nous est arrivé, c'est-à-dire d'avoir des personnes qui avaient suivi aux États-Unis, mais ça existe dans d'autres pays, un groupe de TCD et qui effectivement n'était pas perdu dans les compétences. On pouvait reparler des compétences puisque ce sont les mêmes. Donc, dans le groupe de pleine conscience, c'est voilà, comme ce qu'on enseigne la pleine conscience, hein, c'est porter son attention sur le moment présent sans jugement. Moi, par exemple, dans mes groupes de pleine conscience, je n'utilise pas la méditation. Comme le dit Marshall Linehan, la méditation est un des chemins de la pleine conscience, mais pas forcément l'unique. Avec certains groupes ou certains patients, j'en arrive parfois à faire des séances de méditation, mais ce n'est pas toujours le cas. Les personnes soit ont été un peu traumatisées par ça, soit du coup en plus ils l'utilisent comme une séance de relaxation, ce qui n'a rien à voir avec de la relaxation, hein. Voilà, donc il y a tout un apprentissage sur c'est quoi la pleine conscience avec des compétences particulières. Donc la pleine conscience, ça va être plutôt, vous vous souvenez, la balance, là, on va être plutôt sur des compétences axées sur l'acceptation. Ce qui sera la même chose que tolérance à la détresse. On va être plutôt sur des compétences axées sur l'acceptation. Donc tolérance à la détresse, c'est quand, et là je vais peut-être pouvoir vous ressortir, voilà. Pleine conscience, c'est quand le niveau de tension n'est pas très élevé. C'est-à-dire si on est dans un niveau de détresse, c'est-à-dire entre 0 et 10, on est à 9-10, on ne va pas utiliser les techniques de pleine conscience. On va utiliser les techniques de tolérance à la détresse, hein. Donc, en fonction du niveau d'intensité de l'émotion, le patient va utiliser des compétences spécifiques. C'est aussi ce qu'on lui apprend. Alors, hop, je reviens.
Donc, tolérance à la détresse, c'est quand vraiment il y a un état de crise très fort. On est au-delà de 6, 7 hein, sur 10. Et où le patient pourrait recourir à un comportement autodommageable. Et c'est ce qu'on veut éviter. Voilà, par l'apprentissage de ces compétences spécifiques. Et puis, tout ce qui est régulation des émotions et sentiments d'efficacité interpersonnelle vont plus être là des compétences axées sur le changement. Donc, en termes de régulation des émotions, ben voilà, ce que vous connaissez, hein, voilà, c'est quoi une émotion, ça sert à quoi, comment on apprend à l'identifier, à la nommer. Et puis, d'autres techniques qui sont purement TCC, comme des techniques d'exposition avec agir à l'opposé, etc. Et le sentiment d'efficacité interpersonnelle, là, on va être beaucoup plus sur les capacités de communication et relationnelle, puisque les personnes avec un trouble de la personnalité borderline hein, vont avoir bah voilà, souvent ils décrivent hein, des difficultés relationnelles, et l'idée c'est de pouvoir leur donner des compétences pour gérer ces relations qui sont importantes pour elles. Donc, il y a des techniques qui sont en lien avec de l'affirmation de soi, mais pas uniquement, hein. On va regarder, bah, par exemple, comment on quitte une relation qui n'est pas saine pour nous, euh, comment oui, quitter, comment rencontrer du monde, enfin, voilà, comment regarder la qualité de la relation aussi. Je regarde l'heure. Alors, et donc il y a une distinction, c'est-à-dire quand il y a bien les 5 fonctions de la TCD et les 4 piliers, hein, groupe individuel, consultation team et le coaching, on va parler de comprehensive DBT, thérapie standard. Et il y en a très peu en France, hein. Mais ça va venir. Et on va parler d'informed DBT ou TCD éclairé quand il n'y a pas l'intégralité des fonctions ni des 4 piliers. Ce qui est le cas de beaucoup de lieux dans le monde déjà et de personnes qui pratiquent la TCD, notamment par exemple en libéral. Et je vais vous donner mon cas sur l'application des adolescents, parce que c'est pas tout à fait, on peut faire de la thérapie standard avec les adultes de l'autre côté, mais avec les ados, il nous manque la partie groupale. Et donc, c'est important. Moi, je trouve que c'est important de le dire parce que les patients, ils vont chercher sur Internet, ils veulent faire de la TCD et bah, effectivement, s'il n'y a que les groupes ou que l'individuel ou qu'il n'y a pas le coaching ou il n'y a pas la consultation team, c'est pour moi important de manière éthique de prévenir le patient qu'il ne bénéficie pas de la TCD standard, mais d'une TCD éclairée, d'un aménagement de la TCD dans la pratique qu'on peut avoir. Alors, quelles sont les adaptations pour les adolescents et leurs familles? Alors, la TCD pour les adolescents et leurs familles a été créée et reprise par la Shailan. Vous avez vu d'ailleurs qu'elle a fait la préface de leur livre. Donc, c'est Gilles Ratus et Alec Miller. Alors, pour la petite info, parce que moi, j'étais la Ratus, comme l'échelle de Ratus. Eh bien oui, c'est sa fille. J'ai cherché et j'ai trouvé. Donc oui, effectivement, c'est la fille du monsieur de l'échelle de Ratus. Et donc Alec Miller, qui sont 2 psychologues américains, et ils ont repris les travaux de Marshall Linehan pour adapter aux adolescents et à leurs familles. Alors, quelle est l'efficacité de la TCDA? Parce qu'on sait que pour les adultes, notamment borderline, mais pas que, l'efficacité a été montrée et démontrée, c'est super. Eh bien, c'est pas mal aussi pour les TCD ados. Il y a déjà des méta-analyses, donc vous voyez qu'il y a quand même déjà un nombre d'études suffisant pour qu'on puisse avoir des méta-analyses. J'en ai même trouvé une de 2024 qui est sur l'apprentissage seulement des compétences, hein, pas de la TCD standard. Et effectivement, même là, c'est plutôt intéressant. Et alors, du coup, c'est glissé une petite phrase qui ne devrait pas être là. Bref. Alors, est-ce que le trouble borderline existe chez les adolescents? Parce que souvent, il y a cette question-là. Et puis, même d'ailleurs, dans le DSM-4, c'était marqué, c'était pas avant 18 ans, il ne fallait pas en parler. Dans le DSM-5, c'est pas ce qui est écrit. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de poser le diagnostic à l'adolescence. Une des difficultés, c'est qu'effectivement, et j'entends encore, hein, des professionnels qui effectivement peuvent avoir de la difficulté ou refusent de poser un diagnostic tout court, hein. Moi, voilà, je sais que j'ai des collègues qui psychiatres dans des CMP ou autres, qui pour eux, ils refusent de poser n'importe quel diagnostic. Donc bah, forcément, TPL en fait partie.
Et puis des professionnels qui ne reconnaissent pas ou, enfin bon, ou peuvent avoir du mal avec ce diagnostic et peuvent être en refus. Pourtant, hein, il y a des méta-analyses qui mettent vraiment en évidence le fait que, au niveau étiologique et psychopathologique, il y a bien du TPL à l'adolescence. Il y a quand même de nombreux écrits maintenant à ce sujet. Qu'effectivement, la définition, en tout cas pour la TCD, c'est cette difficulté à réguler et avoir des émotions extrêmement envahissantes, chroniques, et que ça, qu'il y ait un diagnostic ou pas, on peut peut-être reconnaître cette difficulté chez les adolescents et ils peuvent bénéficier d'une TCD, euh, qu'ils aient ou non un diagnostic en fait. Parce qu'on va être d'accord sur ce sur quoi on va travailler. Alors, ce qu'on note chez les adolescents qui vont souffrir de dysrégulation émotionnelle vis-à-vis de l'adolescence, que voilà, ce n'est pas l'adolescence en soi qui est problématique, mais ils vont avoir une sensibilité beaucoup plus marquée. Donc, vous voyez, c'est vraiment, ça monte très vite, souvent, beaucoup plus souvent que les autres adolescents. Ils vont avoir une réactivité beaucoup plus marquée, ça monte haut, beaucoup plus haut. Et le retour au calme est beaucoup plus lent. Et effectivement, là, on voit le retour au calme est plus lent, mais vous imaginez, comme première courbe que je vous ai montrée, s'il y a de nouveau un facteur déclencheur, on repart encore plus belle, plus haut, et le retour à la base est encore plus lent, plus loin. Alors, dans la TCD, il y a ce qu'on appelle toujours la dialectique et la prise en compte de cette dialectique. Et il y a des dilemmes dialectiques qui ont été mis en avant chez les adolescents et leurs familles. Et je trouve que celui qu'on retrouve le plus est trop laxiste ou trop strict. Et l'idée, c'est de trouver cette voie du milieu, en fait. Parce que si on est trop laxiste, c'est un peu trop compliqué, trop strict aussi. Et l'idée pour tout, forcer l'indépendance, favoriser la dépendance. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'aller essayer de trouver la voie du milieu avec les adolescents et leur famille. Et pour ça, on ne peut pas faire sans la famille. Donc, la comprehensive DBT, donc la thérapie standard, c'est-à-dire quand il y a tout, les 5 fonctions et qu'on est vraiment sur la totalité, on va avoir la thérapie individuelle aussi, les groupes multifamiliales, et là j'ai fait une faute d'orthographe, des groupes multifamiliaux d'ailleurs, c'est même pas familial. Ouais. En tout cas, des groupes qui rassemblent les familles et l'adolescent. Les groupes de compétences vont rassembler l'adolescent et la famille, puisque l'idée, c'est qu'ils apprennent tous la même chose, enfin, les mêmes compétences pour les mettre en application tous ensemble à la maison. Si l'adolescent, on lui apprend des techniques et que le parent ne les met pas en place ou voire même va invalider ces techniques, ça va être compliqué. Le coaching téléphonique pour l'adolescent et les parents, la consultation d'équipe qui ne bouge pas pour les équipes qui suivent et la possibilité de faire des entretiens avec les parents et la famille ou que les parents et l'ado et la famille si besoin, voilà, pour réguler certaines choses très précises. Alors, d'autres particularités, le programme est plus court. Miller et Ratis indiquent 12 semaines environ, ce qui est généralement beaucoup plus long pour les adultes. Il va y avoir une simplification et un allègement de l'apprentissage des compétences. Donc, il y en a quelques-unes qui sont mises un peu plus de côté vis-à-vis des adultes. Et les fiches, vous trouvez assez facilement le livre, si vous faites un petit Google, on le trouve assez facilement sans aller très loin. Et bien là, vous verrez, il y a les fiches qui vont avec. Donc, elles ont des images, elles sont simplifiées. Les parents donc participent au groupe et à certains entretiens si besoin. Et il y a un module supplémentaire, c'est-à-dire qu'il y a toujours 4 modules d'apprentissage. Mais là, cette fois, la pleine conscience va se travailler tout au long des modules. Et souvent, enfin, ce qui est conseillé, c'est en intercalaire. C'est-à-dire qu'avant chaque début de module, il y a des pratiques de pleine conscience. Et un des modules est la voie du milieu qui va travailler de manière plus précise de la communication entre les parents et l'adolescent. Et je vais donner un exemple précis, alors que moi, je n'ai pas travaillé en groupe, mais que j'ai travaillé en individuel.
Voilà. Alors, et donc du coup, comment moi je travaille en libéral? Je vais vous parler de Roxane, qui est une adolescente qui m'a été envoyée. Enfin, les parents ont eu un diagnostic au bout d'un peu plus d'un an de suivi en CMP. Elle a été suivie pendant 2 ans, enfin elle est encore suivie d'ailleurs, par un CMP pendant 2 ans où elle a fait ce qui est un classique dans Loire-Atlantique, atelier compte, psychodrame, un rendez-vous avec la pédopsychiatre avec qui elle avait de l'alliance, et puis rendez-vous avec psychologue mais avec qui elle n'avait pas trop d'alliance. Et puis la pédopsychiatre est partie à la retraite et une nouvelle pédopsychiatre est arrivée. Et la nouvelle pédopsychiatre a diagnostiqué chez Roxane un TDAH qui n'avait pas, donc elle avait 15 ans, qui n'avait jamais été diagnostiqué auparavant. Et elle a évoqué un trouble de la personnalité borderline. Et là, les parents se sont renseignés sur Internet, ont découvert la TCD et m'ont contacté. Voilà comment Roxane est arrivée à mon cabinet. Donc, en gros, voilà, il y a des difficultés il y a 3 ans pour aller au collège, jusqu'à effectivement un refus anxieux scolaire total où elle a été déscolarisée. Et quand je la vois au début, elle est au CNED et ça se passe euh, plus ou moins bien. Voilà. Elle a énormément de comportements autodommageables, des scarifications. Elle fugue du domicile parental. Alors, il n'y en a pas eu beaucoup, mais assez suffisamment pour inquiéter beaucoup, beaucoup. Elle s'alcoolise pas mal, du coup, elle y a du cannabis et elle prend des risques lors des rapports sexuels. Elle a des parents qui sont plutôt soutenants et qui ont probablement un TDAH qui n'a pas été diagnostiqué. Le papa est professeur de maths et est assez rigide. Je pense qu'il a beaucoup compensé par de la rigidité son TDAH. Et la maman, effectivement, n'est pas très organisée. Voilà, donc la pédopsychiatre a évoqué avec eux leur probable TDAH, mais les parents sont tellement pris et tellement inquiets pour leur enfant que, effectivement, je pense que ce n'est pas leur priorité. Et je n'en ai pas reparlé de ça avec eux d'ailleurs. Et Roxane a un grand frère qui a des troubles des apprentissages. Je crois qu'il est dyslexique et se pose la question aussi d'un trouble de l'attention chez ce grand jeune homme. Voilà, donc en fait, le diagnostic de Roxane a certainement permis que cette famille puisse aussi avoir d'autres diagnostics qui n'avaient pas été posés auparavant. Alors, on a des cibles dans la TCD. Donc, d'abord les comportements suicidaires et parasuicidaires, ensuite les comportements qui vont interférer avec la thérapie, ensuite les comportements qui vont interférer avec la qualité de vie, et puis on va aussi, en parallèle d'ailleurs, travailler les déficits dans les compétences. Donc moi, j'ai d'abord commencé à travailler avec Roxane sur ses scarifications, ses fugues, et puis les mises en danger lors des rapports sexuels. Ensuite, quand ça s'est un peu, tout ça s'est un peu apaisé, on a travaillé sur les retards parce que si elle n'était pas emmenée par ses parents, autant vous dire que Roxane arrivait extrêmement en retard. Sauf que ses parents ne peuvent pas toujours l'emmener, enfin, à un moment donné, voilà. Et enfin, on a travaillé sur les comportements qui interfèrent avec sa qualité de vie, donc ses consommations d'alcool, de cannabis et la non-prise de son traitement pour le TDAH. En fait, elle ne le prenait pas toujours. Et l'idée, alors, elle est OK pour le prendre, hein, je le précise, mais que c'était de trouver un moyen sur comment elle pouvait, parce qu'elle refuse l'aide de ses parents sur ça. Donc, du coup, on a trouvé un moyen pas très compliqué, mais pour qu'elle le prenne. Parce qu'effectivement, quand elle le prend, elle est beaucoup moins impulsive. Et globalement, sa qualité de vie, vraiment, elle suit les cours du CNED. Du coup, c'est un cercle vertueux qui se met en place et les choses deviennent pas toutes simples, mais beaucoup plus simples. Et puis, on a vu ensemble certaines compétences et vous allez voir lesquelles. Pour travailler sur ces cibles qu'on vient de voir, un des outils qu'on utilise en thérapie comportementale dialectique, c'est l'analyse en chaîne. Alors, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle en TCC, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. On va regarder avec le patient, donc c'est ce que je faisais avec Roxane régulièrement. Voilà, les patients, ils sont habitués, hein. On fait une petite analyse en chaîne. Donc, on va regarder les vulnérabilités. Je vais vous mettre un exemple juste après.
Quel va être l'événement déclencheur? Ben, on part, peut-être, on va revenir au début. On part du comportement problématique. Donc, on commence en fait par presque la fin. Et on va revenir au début, c'est-à-dire les vulnérabilités. Qu'est-ce qui a déclenché cette chaîne-là? Et puis là, on va regarder dans les liens, les pensées, les émotions, les sensations physiques. Enfin voilà, on va tout découper. S'il y a des actions entre-temps qui ont été faites, quelles ont été les émotions, les pensées, le comportement problème arrive et quelles sont les conséquences? Moi, j'aime bien. C'est quoi la conséquence à court terme? Parce que parfois, la conséquence, si je suis soulagée, j'ai bu, quoi. Oui, mais après, qu'est-ce qui se passe? Je me fais punir par mes parents, je culpabilise, je me sens pas bien. Enfin, voilà, hein, on va regarder l'ensemble des conséquences. Alors, je vous ai mis un exemple concernant Roxane. Donc, dans les éléments de vulnérabilité, elle oublie sa Ritaline et elle a bu la veille. Le lendemain, elle se dispute avec ses parents. Elle se dit, ils ne me comprennent pas. L'émotion, c'est la colère. La pensée, je me sens seule. Elle se sent du coup désespérée. L'envie d'aller prendre les médicaments pour oublier. La pensée, je serais mieux. Alors, je ne vois pas parce que c'est bouffé. Je serais mieux morte. L'action, bah, elle va vers la salle de bain, elle va prendre les pilules. Elle part du coup avec le SAMU parce que les parents ont appelé le SAMU. Mes parents me disent qu'ils m'aiment et qu'ils s'inquiètent. Du coup, elle se sent bien. Donc, on va regarder à chaque fois toutes ces, grâce à analyses en chaîne, de pouvoir regarder mais qu'est-ce qu'on va pouvoir travailler avec le patient et pour qu'il prenne aussi conscience des conséquences et qu'est-ce qui peut entraîner les choses. Donc, il y a, c'est la psychoéducation du fonctionnement et la possibilité de regarder quelles compétences on va pouvoir mettre en place pour que ce comportement autodommageable ne puisse pas avoir lieu. Donc, je vous ai mis un exemple d'agenda hebdomadaire qu'on peut mettre en place. Voilà. Et l'idée, c'est de regarder tous les jours s'il y a eu des comportements autodommageables, de pouvoir les coter, de voir est-ce qu'ils ont utilisé les compétences qu'on a apprises euh, ensemble. Alors, dans la particularité de la prise en charge des adolescents de leur famille, donc moi je suis en libéral, on réfléchit actuellement à la mise en place des groupes. On est plusieurs psychologues, toutes formées au TCC et formées à la TCD ado. Donc là, on est en train de créer ces groupes. On espère pouvoir les démarrer en septembre. Mais du coup, en attendant que ces groupes aient lieu, je reçois des adolescents et j'organise des entretiens avec les parents, soit sans l'adolescent, enfin avec son accord, voilà, mais soit avec l'adolescent pour travailler certains thèmes qu'on travaille notamment dans les groupes. Donc là, par exemple, j'ai travaillé avec les parents de Roxane un travail autour de la validation, qui est un des concepts aussi fondamentaux de la TCD. Donc voilà, là l'idée c'était de vous faire réfléchir, mais je ne sais pas si le format s'y prête. Quels comportements sont utiles des aidants? C'est-à-dire si on revient, voilà, où vous, quand vous étiez adolescent et dans des moments que vous avez traversés qui sont difficiles, ben voilà, quels sont les comportements que vos parents ou les personnes qui s'occupaient de vous ont fait et que vous avez trouvé utiles, efficaces et encourageants? Est-ce qu'il y en a qui voudraient bien répondre à cette question? Non? Vous n'avez pas vécu de moments difficiles pendant votre adolescence? Ah, peut-être dans le chat, j'arrive pas à lire. Peut-être Héloïse, tu pourrais? J'arrive pas Ouais, avec. ouais, je te lis les... Alors écoutez, déjà. Eh ben oui, Écoutez, ça revient. Écoutez sans paniquer ou s'énerver. ouais, Et poser des questions. c'est ça, hein. Et ça, c'est de la validation. C'est-à-dire que le premier niveau de validation, celui qui est le plus simple, c'est l'écoute, hein. Et puis, après, il y a d'autres niveaux, mais ben, c'est ça, on écoute et on s'intéresse à l'autre. Poser une question, ça veut dire on veut comprendre ce qui se passe chez l'autre, hein. Et ça, c'est aidant. Alors, je ne sais pas pourquoi, voilà, ça y est, voilà, hop. Parce que effectivement, si en tant que parent, on se concentre uniquement et constamment au changement, c'est-à-dire sans travailler sur l'acceptation, puisque la validation, c'est de l'acceptation, ben, du coup, qu'est-ce que le parent va faire penser? C'est, ben, il va faire penser à l'adolescent que c'est lui le problème, qu'il est en échec, qu'il ne travaille pas assez dur. Donc, ça va l'accabler.
Et puis du coup, ça peut accroître les émotions désagréables, telles que la tristesse, l'anxiété, le désespoir et l'irritabilité. Et du coup, en plus, ça affaiblit la relation aidant-adolescent et ça abîme la confiance. Alors, il y a des études qui ont été faites. Donc, Frusetti est un de ceux qui a certainement beaucoup travaillé sur la DBT avec les familles. Et donc, du coup, lui, ce qui ressort, par exemple, d'une des études qu'il a pu faire, c'est que plus les parents utilisent des comportements qui vont être validants, et bien plus c'est associé à une meilleure régulation des émotions chez les adolescents et une plus grande satisfaction dans la relation entre le parent, enfin les parents et l'adolescent. Et dans le cas contraire, bah, ça fait l'inverse, c'est-à-dire que les comportements parentaux plutôt invalidants vont être associés à des comportements plus extériorisés et puis une relation qui est dégradée. Donc là, dans le cas de Roxane, en fait, le fait que son TDAH n'a pas été connu de la famille et avec des parents qui ont probablement eux aussi un TDAH, donc qui sont aussi impulsifs, et un papa qui était dans l'éducation nationale, enfin qui est toujours dans l'éducation nationale, bah, effectivement, le facteur de réussite à l'école, le fait, voilà, a certainement et puis ces difficultés qui n'ont pas été comprises à l'école primaire et au collège, liées à son TDAH, et ben effectivement, a certainement provoqué, et dans le milieu familial et dans le milieu scolaire, de nombreuses invalidations qui ont certainement participé à la création du trouble de la personnalité borderline chez Roxane. Ce sont des parents qui sont tout à fait aidants, qui veulent bien tout, sauf qu'ils ne savent pas comment faire. Parce que parfois on jette un peu la pierre sur les parents. Je pense que c'est important aussi de pouvoir dire que beaucoup de parents ne savent juste pas comment faire et qui sont prêts à apprendre. Alors, pas tous bien évidemment, mais quand même la grande majorité. Et effectivement, les parents de Roxane ont été très très partants pour faire ces entretiens et familiaux ou seuls pour apprendre certaines techniques et puis surtout aussi de les déculpabiliser, c'est-à-dire ben, effectivement, il n'y a pas de recette pour élever un enfant, encore moins quand c'est un enfant avec une particularité ou des particularités. Et puis, il y a eu d'autres études aussi que j'ai trouvées, que je trouvais intéressantes. Et effectivement, cette étude d'Adrien en 2018 mettait en évidence le lien entre la validation parentale observée et des automutilations, du coup, peu fréquentes. Et des niveaux élevés d'invalidation étaient associés à une fréquence plus élevée d'automutilation. Par contre, je ne l'ai pas mis, mais il n'y avait pas forcément de lien avec les passages à l'acte suicidaire dans l'étude. Mais quand même, que du coup, avoir une validation parentale diminue aussi le nombre d'automutilations. Donc, comme quoi, c'est important de travailler avec les parents. Et puis, on en parlait avec Héloïse juste avant. Dans les formations, on nous explique aussi, alors moi, c'est pas ma pratique parce que j'ai cette pratique en libéral, mais on peut imaginer, et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans les groupes d'ados dans d'autres pays, c'est on inclut les éducateurs. Si l'adolescent est placé dans un foyer, eh bien, bah, effectivement, les éducateurs, ils n'ont pas toujours les clés et que ça peut être intéressant d'impliquer l'éducateur référent dans un groupe ou le grand-parent si c'est le grand-parent qui a la garde, voilà. Et puis même parfois intervenir dans les structures de protection de l'enfance pour peut-être expliquer c'est quoi le trouble de la personnalité borderline, comment l'importance de la validation, etc. Donc ça sert à quoi la validation? On sait que ça établit une relation plus complice et de confiance. Ça va équilibrer l'incitation au changement parce qu'on peut inciter au changement, mais si à la fois on n'est pas dans la validation et l'acceptation, ça va être compliqué. Ça renforce les progrès, contrairement à, voilà, à ce que certains pensent. J'avais lu dans une formation, ils disaient, mais est-ce qu'on va pas, la personne ne va pas s'endormir sur ses lauriers si on la valide tout le temps? Non, pas du tout. Voilà, on incite des comportements plutôt efficaces et habiles, hein, et puis on va aider à ce que la personne elle puisse aussi s'auto-valider, parce que ça aussi c'est tout un travail. Je regarde l'heure.
Oui, il faut que j'avance. Et l'exemple de réponse invalidante, bah, ça va être de rejeter ou d'ignorer l'adolescent, de le critiquer ou de le punir sans forcément qu'il y ait de sens derrière, ou que ce soit l'unique moyen de communiquer et de réagir au comportement. Hein, voilà, d'autres réponses invalidantes. Et puis, je vous ai mis, en gros, c'est un petit document que je donne aux parents, qui est un peu le tips pour comment on fait pour valider. Donc, voilà, bah, écoutez, on pose son téléphone, on établit le contact visuel. Pour certains, enfin, je pense à cette maman de Roxane qui est assez éparpillée et souvent beaucoup sur son téléphone. Et effectivement, comment Roxane, quand sa mère est sur ses téléphones et ne lui parle pas vraiment, bah, elle se sent invalidée. On prête attention à l'adolescent. On peut aussi, juste par des expressions faciales et son langage corporel, au moins valider, enfin voilà, faire une moue, bah oui, je comprends. Voilà, moi je suis assez expressive, donc je peux en faire plein. On reflète aussi ce qui est observé. Je vois que tu es vraiment contrarié, je sens que tu es vraiment triste. On fait preuve de compréhension. On peut comprendre sans être d'accord en fait, hein. Et ça, c'est la nuance. On peut valider quelque chose sans forcément être d'accord. Comprendre que la personne est en colère, euh, mais sans forcément être d'accord avec ce qui se passe, hein. Enfin, voilà. En tout cas, l'idée, c'est qu'ils puissent s'entraîner le faire en famille. Voilà. Et ça change parfois beaucoup, beaucoup de choses. Par exemple, pour Roxane, il y avait énormément de pression sur le scolaire à la maison, puisqu'elle avait énormément de difficultés, hein, effectivement, à se mettre au travail, parce qu'elle prenait pas sa Ritaline tout le temps, etc. Et puis, jamais on pouvait reconnaître et valider le fait que elle faisait des efforts, en fait, hein, et c'était jamais reconnu, en fait. Et Roxane a pu le verbaliser. Les parents, voilà, ont plus de soucis de valider les efforts qu'elle peut faire et pas toujours lui en demander plus, en fait. Hein, voilà. Et au final, maintenant, Roxane est complètement autonome pour le CNED. Alors, il y a la Ritaline aussi, mais je pense aussi que le changement de comportement, il vérifie plus les parents, ils lui font confiance et elle avance bien dans sa scolarité. Il n'y a pas de soucis majeurs. Voilà. On a travaillé aussi sur de l'apprentissage de compétences avec Roxane, notamment de tolérance à la détresse. Donc, je vous ai mis un peu des exemples pour que vous puissiez vous rendre compte. La première chose qu'on a mis en place, c'était le froid, hein. C'est toutes les compétences autour de ce qu'on appelle de la chimie du corps. Et on sait que le froid va avoir un effet sur le corps et va aider dans la gestion de la détresse. Donc, Roxane, elle, allait prendre des douches très froides. Voilà. Elle a aussi des playlists sur Deezer ou Spotify, je ne sais pas, mais elle est passionnée de musique. Et elle a voilà, des playlists tolérance à la détresse, où elle sait si elle est en crise ou voilà, eh bien, elle a sa musique. On a vu aussi que elle fait des abdos, si vraiment, voilà, ça peut être aussi une solution. Elle a un casque anti-bruit parce qu'effectivement, voilà, elle a un TDAH avec quelques particularités sensorielles, notamment sur le bruit. C'est notamment pour ça que la scolarité devenait plus supportable pour elle parce que notamment le bruit, enfin, la distrayait tout le temps et pouvait être source vraiment de souffrance. Donc, le fait d'avoir une bulle sensorielle avec son casque anti-bruit, ça peut être aidant. Elle a aussi un parfum, le parfum de sa mère. Voilà, donc elle a trouvé un échantillon, donc elle peut le sniffer quand elle a besoin. Elle a aussi un espèce de petit plaid pilou-pilou. Et puis, c'est une jeune fille qui aime bien les bonbons. Et du coup, c'est elle qui avait trouvé l'idée des têtes brûlées. Puisque sa petite sœur, enfin pas sa petite sœur, sa petite cousine, lequel elle est proche, avait fait un anniversaire. Et du coup, effectivement, elle se dit, ah, mais c'est vrai que ça dépote les têtes brûlées. Donc, elle en met aussi, elle a un espèce de boîte dans sa chambre où elle a tout ça de rassemblé. Et elle sait que si soit ça commence à devenir trop, ou quand c'est trop, voilà, elle peut aller piocher
des choses pour faire face à sa détresse sans utiliser de comportement autodommageable. Alors, comme je le disais, il y a la définition aussi, enfin, je voulais vous définir ce que c'était le coaching téléphonique, ce qui fait souvent assez peur aux professionnels, parce que l'idée, c'est de proposer de pouvoir être disponible via le coaching téléphonique. Alors, ce n'est pas une consultation psychologique, donc ça dure en moyenne une dizaine de minutes et pas plus. Sinon, là, c'est autre chose. Et l'idée, c'est que la personne appelle pour pouvoir mettre en place les compétences apprises. Donc, ce n'est pas enfin, juste pour écouter. Bien sûr, on écoute ce qui ne va pas et on valide, et voilà, bien évidemment. Mais voilà, ce n'est pas une consultation. Par expérience, il n'y a pas tant que ça d'appel, en fait. Voilà. Parfois, juste le fait de savoir qu'ils peuvent appeler suffit à calmer. Et puis, parfois, ça arrive, on gère des crises suicidaires, mais ça permet de les éviter. S'ils appellent, c'est qu'ils sont prêts à ne pas le faire, en fait. Je ne sais pas comment dire, mais voilà. Alors, le coaching téléphonique avec Roxane, moi, j'utilise le mail. C'est-à-dire que je demande aux patients de m'envoyer un mail parce que le week-end, du coup, je m'engage à regarder mes mails une ou deux fois dans la journée. Je les regarde plusieurs fois dans la journée en semaine, mais voilà. Et si du coup, il y a un mail et si voilà, je vois bien que les réponses par mail ne suffisent pas, je peux proposer un appel. Et effectivement, ça convenait très bien à Roxane qui ne se sentait pas capable d'appeler. Elle dit, si c'est appelé, moi, j'oserais jamais vous appeler. Bon. Donc, et au final, elle a envoyé 2 mails en semaine euh, qui n'étaient pas des appels à l'aide, qui étaient plutôt j'ai essayé ça. Enfin voilà, c'est plutôt, elle cherchait plutôt à être rassurée sur le fait qu'elle utilisait bien les bonnes compétences. Et je pense qu'elle avait envie aussi de peut-être voir si j'étais là. Voilà, et il y a juste voilà, sur un des 2 mails où je lui ai suggéré d'autres compétences. Ah bah oui, c'est vrai, voilà. Bon, mais c'était pas, elle était dans un état de détresse, hein, certainement, parce qu'elle en a envoyé que 2 sur le suivi. Mais vous voyez, c'était pas des situations compliquées à gérer. C'est pas, souvent, ça fait plus peur aux professionnels que dans la réalité où finalement il y a très peu d'appels. La consultation team, enfin, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un groupe de thérapeutes qui traite une communauté de patients. Donc, c'est-à-dire que tous les thérapeutes qui sont dans la consultation team ont des patients, ce sont tous nos patients. On les considère comme tels. L'idée, c'est de soutenir le thérapeute dans sa motivation et dans ses compétences. L'idée, c'est d'appliquer la TCD à soi-même. Et c'est de se soutenir, qu'on soit animateur de groupe, hein, ce n'est pas toujours simple d'animer des groupes, et dans le suivi individuel. Ce n'est pas de la supervision, de l'intervision. On peut faire de la supervision et de l'intervision en TCD, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas une réunion administrative à visée d'organisation. Ce n'est pas une formation non plus, même si on peut parler de points de formation. Et c'est pas, on ne discute pas de cas, on discute de nous. C'est nous les cas, c'est nous les thérapeutes. Voilà. Donc, nous, on a une consultation team à Nantes. On est 6 psychologues qui sont tous formés à la TCC et à la TCD. Et on a des personnes qui sont dans l'animation des groupes ou les suivis d'ados et d'autres d'adultes. On a une réunion tous les 1 mois et demi, 2 mois, ce qui est très peu. Normalement, c'est toutes les semaines. Mais on est tous en libéral, avec pour certains, comme moi, des temps institutionnels. Et ce qui fait qu'en termes d'organisation, nous n'arrivons pas à faire plus que ça. Donc, on fait ce qu'on peut, voilà. Et par contre, on prend à chaque fois une grosse demi-journée pour vraiment prendre du temps enfin, du temps pour parler. Donc, de nous et de nos difficultés. Et voilà. Et c'est très enrichissant. Je trouve que c'est essentiel. Si je pouvais en faire plus de réunions de consultation team, j'avoue que j'en ferais plus. Mais effectivement, si vous êtes en libéral, vous connaissez. C'est-à-dire que si je prends une grosse demi-journée, c'est aussi une grosse demi-journée où je ne rapporte pas d'argent et que
voilà, pour l'instant, on est un peu coincé par cette dimension d'argent pour pouvoir en faire plus pour le moment, puisque même si on change de jour, ça demande à chaque fois un effort pour quelqu'un dans son organisation. Donc voilà, mais peut-être qu'un jour, on y arrivera à faire plus. Et enfin, je dois à peu près, voilà, ça fait 1 heure. Pour Roxane, donc elle est actuellement en première au CNED. Il n'y a pas de projet de retour dans un lycée. Elle se sent bien au CNED et a priori elle va terminer en tout cas son lycée au CNED. La confiance a été retrouvée avec ses parents et en elle d'ailleurs aussi. Elle a arrêté ses antidépresseurs. Il y a un arrêt aussi des comportements autodommageables. Alors, bon, on consomme parfois un petit peu d'alcool et de cannabis en soirée, mais j'ai envie de dire rien à voir avec les comportements d'avant ou avec des prises de risques énormes. Enfin, voilà, là, ça n'a rien à voir. Elle a d'ailleurs globalement changé de réseau social. Et elle est avec, de loin comme ça, semble-t-il, des adolescents avec moins de comportements problématiques. Et actuellement, on fait un entretien tous les 2 mois, juste voilà, pour voir s'il y a un maintien des choses. Voilà, elle voulait continuer. Elle était avec un petit copain qui buvait beaucoup d'alcool, ça l'inquiétait parce qu'elle veut pas être avec quelqu'un d'addict, comme vu qu'elle a. Enfin voilà, donc elle avait besoin qu'on garde un petit lien pour continuer à travailler sur des choses où effectivement c'était pas enfin elle ne se voyait pas parler de ça, de sa sexualité ou autre à ses parents. Donc voilà, on garde un petit lien sur des petites choses effectivement, de confort, mais on n'est plus sur une dimension très externalisée et inquiétante du début. Elle est toujours suivie au CMP. Elle a dit à la psychiatre qu'elle voulait arrêter les groupes pour le coup, pour le moment. Donc elle ne voit que la pédopsychiatre avec qui elle a un bon lien, comme avec l'ancienne d'ailleurs et moi. Voilà. Et pour finir, si vous voulez en savoir plus sur la TCD, il y a un ouvrage très bien fait qui est sorti récemment, écrit par Louisa Wener, Sébastien Webel et Shelley McMahon. Vraiment, il est très très bien fait parce que il est vrai que le manuel de Marshall Linehan est un petit peu pas toujours simple à lire, il est passionnant. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez mieux connaître cette thérapie, je pense que lire ce livre sera plus simple. Si aussi vous souhaitez en savoir plus sur cette thérapie, on a créé une association avec certains collègues de Nantes parce que sur l'ouest de la France, on se sent bien seul et on aimerait que d'autres personnes s'intéresse à la TCD et s'y forme. Voilà, et on y a mis les compétences, c'est quoi la TCD, des ressources, des choses sur la prise en charge des familles. On a essayé de recenser aussi tous les centres de formation, dont avec mon collègue, on a formé l'IFREN pour essayer de former des services de psychiatrie et des libéraux dans l'ouest de la France. Voilà. Et c'est la fin. Alors, je vais peut-être arrêter le partage. J'espère que j'ai pas été trop vite. Je me suis sentie des fois un peu me presser. Donc voilà. Alors, je crois que j'ai un petit mot. Euh, alors, oui, je sais pas si... je regarde s'il y a des questions peut-être déjà sur la droite. Alors, et donc, pas de souci pour avoir le PowerPoint, effectivement. Je l'enverrai à Héloïse et qui diffusera. Elle doit avoir vos coordonnées vu que vous êtes inscrit. Si ça vous va, je vous donnerai juste avant. Euh, alors, question bête, Robin, mais comment vous faites la consultation team? C'est purement bénévole du coup. Aucun budget pour cela. Tout à fait. C'est pour ça que du coup, en libéral, pour l'instant, au vu de nos emplois, on serait, je pense, tous en libéral à temps plein. Je pense qu'on s'autoriserait certainement à faire plus
Mais ce n'est pas le cas en fait. Et c'est compliqué. Donc oui, effectivement, c'est un temps que nous offrons à nous-mêmes, mais qui n'est pas rémunéré. Effectivement. Pendant quoi la consultation de groupe entre thérapeutes diffère de la supervision intervision? Alors oui, effectivement, là, c'est de la thérapie de thérapeute. C'est-à-dire que là, on part bien de nous, mais on parle à travers le patient, mais on parle bien de nous. Et l'idée, c'est bah, quelles compétences je vais utiliser, par exemple. On fait une analyse fonctionnelle de nous. Nous. Par exemple, euh, par exemple, j'ai téléphoné au psychiatre, je donne un exemple de ma dernière consultation team avec mon cas. J'ai téléphoné au psychiatre pour donner une information sur la patiente, alors que la patiente aurait pu le donner et j'aurais pu travailler ça avec elle. Hein, parce qu'en TCD, on évite d'être l'intermédiaire du patient. L'idée, c'est il est capable et s'il manque de compétences, on va le... Voilà. Bon, bah, le fait est que mon angoisse a parlé. Donc ça, c'est un comportement que je veux arrêter. On a fait l'analyse en chaîne et du coup, voilà, je vais utiliser certaines compétences euh, pour pouvoir ne plus avoir le comportement que je ne veux- qui n'est pas efficace dans la thérapie TCD. Donc c'est bien de nous qu'on parle, on ne parle pas de comment on va travailler avec le patient, mais comment nous, on va travailler sur nous pour être plus efficace. J'espère que je suis claire. Ce n'est pas un mix des deux, c'est vraiment de la thérapie des thérapeutes. Euh, quelle pratique de pleine conscience utilisez-vous autre que la méditation? Bah, pas les méditations, n'importe quoi. Tout ce qui est exercice de pleine conscience, être en pleine conscience quand on marche, quand on mange, quand on se branche les dents sous la douche, quand on écoute une musique. Voilà, c'est plutôt ce qu'on appelle, enfin, il y en a qui appellent ça des méditations, des pratiques informelles. Euh, Et oui, effectivement, Robin rappelle que nous avons un groupe WhatsApp de personnes formées à la TCD sur Internet, enfin sur le WhatsApp. Voilà. Donc, si vous êtes formé à la TCD, n'hésitez pas à envoyer un petit message à Robin. Je ne sais pas s'il est parti ou pas. Euh, Alors, y a-t-il un master pour se spécialiser en TCC, notamment en TCD? Alors, j'ai un collègue qui vient de Strasbourg, qui a fait sa formation, son master à Strasbourg, et il a eu 9 heures sur la TCD. Et moi-même, je donne dans un master sur Nantes un cours de 9 heures sur la TCD. Je ne sais pas s'il y a d'autres cours en France, peut-être, mais que je ne connais pas. Donc, des masters TCC, il y en a, hein, Strasbourg, je crois qu'il y a Lille. Je ne suis pas très bonne sur les masters, je suis désolée. Peut-être que d'autres auront de bien meilleures informations que moi. Alors, merci pour cette présentation. J'avais une question sur l'analyse en chaîne dont vous avez parlé précédemment. Alors, l'analyse en chaîne, c'est un peu comme une analyse fonctionnelle, mais vous avez vu, il n'y a pas tous ces chaînons pour arriver au comportement forcément autodommageable. Hein. Si je reprends le petit vélo un peu de Kunji, dans l'analyse fonctionnelle, on va prendre la situation, la pensée, l'émotion et le comportement que ça entraîne. Là, on va vraiment aller dans, enfin, je fais comme ça parce que on va vraiment aller sur détailler toute la chaîne pensée, émotion, de manière beaucoup, beaucoup, beaucoup plus précise. Oui, donc ça répond parfait. Dans les groupes, on envisage de prendre 5 familles. Donc 5 ados et 5 familles, en sachant que probablement nous n'aurons pas 2 parents, mais un. Euh, oui, master TCC de... Ah, Nîmes aussi est un master TCC. Je relis. Non, non, non. Alors, oui, les ados ne sont pas réceptifs aux pratiques formelles en UMI ou est-ce que c'est parce que c'est difficile émotionnellement? Alors, moi, en tout cas, ma pratique a essentiellement d'abord été en addicto et j'ai des patients qui ne voulaient pas participer au groupe Pleine Conscience pensant qu'on allait faire de la méditation. Donc, je pense que soit il y a eu, ça a été un peu
compliqué de faire certaines pratiques auparavant, ils sont un peu traumatisés de ça, peut-être parce que c'est trop d'exposition d'un coup. Soit il y a aussi effectivement ça a été trop débordant pour eux. Euh, En tout cas, le fait que moi je leur dise qu'on ne va pas forcément méditer, qu'on va justement travailler la pleine conscience d'une autre manière, est souvent très rassurant. Et au final, plus ils pratiquent, plus effectivement la pratique de la méditation peut s'envisager. Alors, bientôt une traduction. Alors, moi, on m'avait dit une traduction du livre de Ratus et Miller. Alors, moi, on m'avait dit, il y a quelque temps, que des professionnels de l'hôpital Sainte-Justine à Montréal devaient s'en charger. Le fait est que pour l'instant, il n'y a toujours rien qui sort de la traduction, mais ça serait bien. Alors, oula, dans le master TCC de Toulouse n'est pas abordé. D'accord. Alors, il y a Richard Tott à Lyon qui apparemment dans le DU-TCC intervient. Très chouette professionnel, Richard. Et comment abordez-vous la validation et donc l'invalidation avec les parents? Est-ce que vous abordez cela avec les exemples dans la diaporama? Tout à fait. Repense tout à fait, exactement. Et ou d'autres idées, je trouve que c'est difficile à aborder avec eux. Alors, ben, moi, je l'aborde assez simplement. Effectivement, ça m'arrive de l'aborder comme ça. Je dis, ben, ouais, si vous vous rappelez, vous, ben voilà, quand vous étiez adolescent, enfin voilà, moi en tout cas, je l'aborde souvent de cette manière-là, c'est pour ça que je l'ai fait là ce soir, mais c'est aussi, je dis, ben voilà, dans la TCD, il y a un concept qui est important qui s'appelle la validation. Et du coup, bah, je pars de là. Qu'est-ce que vous en savez? C'est quoi votre idée là-dessus? Euh, enfin, voilà. Et du coup, puis je leur dis, on va travailler sur une compétence. Donc, quand ils viennent pour cet entretien-là, ils savent qu'ils vont venir travailler sur une compétence précise. Parce que quand je prends un ado et la famille du coup en TCD, je leur explique c'est quoi la TCD, comment je l'aménage, parce que moi je ne fais pas les groupes, donc comment je l'aménage, qu'il va y avoir de l'apprentissage de compétences pour l'adolescent, mais aussi eux. Donc ils sont impliqués. Euh, j'ai une question sur le kit de survie. Est-ce que Roxane n'était pas trop tentée de l'utiliser hors crise et est-ce que ça ne va pas à l'encontre de l'acceptation en faisant office d'évitement? Comment présenter les choses entre urgence et quotidien? Mais vous vous souvenez le schéma que j'ai montré entre pleine conscience, c'était en vert tout en bas, et puis il y avait régulation des émotions, sentiments d'efficacité interpersonnelle et en haut tolérance à la détresse. Et ce qu'on spécifie effectivement aux patients, c'est que, par exemple, dans tolérance à la détresse, on peut leur apprendre des techniques de relaxation. Bon, bah, bien évidemment, si on utilise la relaxation à tout va dans les choses du quotidien, c'est de l'évitement émotionnel. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, effectivement, on leur précise bien qu'il y a des compétences très spécifiques qui sont à garder pour quand on est en détresse. Alors, écouter de la musique, non, mais euh, en tout cas, l'associer à autre chose, ou enfin, en tout cas, mais que, enfin, je pense par exemple à la relaxation ou prendre une douche froide. On ne va pas prendre une douche froide si on a une émotion qui est à 3-4. Voilà. Et donc, on leur apprend ça, à repérer l'intensité et on leur donne le même schéma. Je leur donne le même schéma et ils doivent, en fonction de l'intensité, utiliser telle compétence ou telle compétence. Effectivement, l'équipe de Montréal est censée écrire la version québécoise. Tu as eu le même information que moi, Robin. L'équipe de Versailles était aussi manifestement, mais Mario et Pierre Cardinal m'ont dit qu'il y a des soucis de copyright. Ouais, bon, bah, j'imagine que, il faut des autorisations d'auteur. Il me semble que c'était l'hôpital Sainte-Justine qui avait eu le droit justement de traduire, mais ben, on attend toujours, hein. Alors qu'il y a des traductions en italien, en allemand, enfin, il y a déjà des traductions dans d'autres langues, mais on attend toujours pour le côté francophone. Dans le service addicto où je travaille, nous nous questionnons sur un groupe test pour essayer la TCD appliquée aux addictions uniquement. Est-ce possible de mettre en place un groupe de TCD pour des personnes non borderline car les patients bénéficieraient largement des différents modules compétences? Alors, vous parlez à une convaincue, puisque moi, ça fait des années que je pratique les groupes de compétences TCD en addicto.
et c'est encore pour ça que je travaille aussi au CHU. Il y a des études qui montrent tout à fait l'intérêt et la pertinence de mettre en place ces groupes de compétences et même la TCD standard d'ailleurs auprès des patients addicts. Il y a même des écrits d'ailleurs chez les adolescents consommateurs et que je confirme tout l'intérêt et que maintenant la TCD est beaucoup plus euh, une thérapie transdiagnostique ciblant la dysrégulation émotionnelle que plutôt uniquement réservée au borderline. Voilà, Robin a synthétisé ce que j'ai dit en commentaire. Donc oui, il faut mettre ça en place. Ah, encore une autre question. La mise en place du TCD est-elle difficile dans une structure comme un CMP ou dans une structure socio-médicale? Alors, mettre en place une nouvelle thérapie qui va engager quand même plusieurs personnes dans une équipe, je pense que c'est jamais simple, mais il faut commencer. Moi, Dominique Page, elle m'avait beaucoup encouragé à ça, à dire, mais à faire ce que je pouvais en fait. Et maintenant, enfin, je peux proposer de la thérapie standard pour certains de mes patients libérales qui ont le coaching téléphonique que je leur propose, font les groupes et j'ai la consultation team, enfin, ils ont la totale et je fais les 5 piliers les 5 fonctions, pardon. Donc, faut commencer peut-être d'abord soit par des groupes, soit par des personnes qui font le suivi individuel, demander la formation au service. Moi, je pense que c'est complètement possible puisque ça l'est dans plein de structures dans le monde. Et puis, il y a un intérêt, c'est-à-dire que on voit qu'il y a une baisse des hospitalisations importantes, des passages aux urgences moins fréquents, des consultations chez les médecins pour recoudre les plaies moins fréquents. Enfin, c'est tout ça. Donc, en fait, il y a un vrai gain à pouvoir le mettre en place. Pensez-vous qu'il est nécessaire que tous les intervenants psychos soient initialement formés au TCC? Nous avons déjà réfléchi à former le personnel de la clinique où je travaille à la TCD, mais nous sommes plusieurs psychologues d'orientation disant un seul TCC par service. Alors, je pense que la TCD, c'est de la TCC et il y a énormément de TCC purs. Euh, il faut maîtriser ce que c'est qu'une exposition, la hiérarchie d'exposition, la restructuration cognitive, voilà. Euh, je pense que c'est possible de se former à la TCD sans être formé au TCC. Je pense tout de même que ça demandera beaucoup de travail à côté. Enfin, je pense qu'il faut être assez clair là-dessus qu'il va falloir maîtriser des concepts TCC importants pour pouvoir vraiment, par exemple, gestion des contingences. Tout ça, ce sont vraiment des stratégies, des choses très TCC. Voilà, donc je pense qu'il faut juste le savoir. Je pense que c'est pas impossible bien évidemment, puisqu'il y a des gens qui s'intéressent au TCC, mais voilà, il faut être prêt à ce que ce soit certainement plus difficile à mettre en place que le collègue qui est déjà formé au TCC et qui effectivement fait des analyses en chaîne, donc des analyses fonctionnelles, donc ça va être beaucoup plus facilitant de faire des analyses en chaîne, fait déjà de l'exposition, en groupe va savoir répondre parce que bah, effectivement c'est toute la pratique, la théorie qu'il connaît, donc c'est beaucoup plus simple. Voilà, il faut maîtriser le conditionnement. On explique Pavlov, le conditionnement opérant au patient, etc. Donc, effectivement, il faut pouvoir le maîtriser. Donc, ce n'est pas impossible, mais ça demande du boulot à côté. Alors, en libéral, oula, le coût d'une séance TCD individuelle était différente d'une DCC classique pour moi. Alors, pas pour moi. Je, Le prix d'une consultation est le même pour n'importe quelle thérapie que je pratique. Après, s'ajoute le coût du groupe s'il est fait en libéral. Mais on n'oblige pas à faire le groupe puisque certains n'ont pas les moyens de faire la totale, hein, d'autres oui, d'autres non. Et donc, Marie nous confirme que dans le master TCC de Toulouse, la TCD n'est pas abordée. Voilà. Alors, la majorité des articles que j'ai vus se concentrent beaucoup sur le double diagnostic. Oui, tout à fait. Borderline addiction plutôt que simplement addiction. Mais il y en a. Je serais donc très intéressée par vos sources concernant les groupes de compétences.
Pas de souci. Je vais essayer de trouver ça. Je dois avoir des articles dans ce sens. Et je vais faire un petit spoiler. Il devrait y avoir un autre ouvrage qui sort en 2025, probablement fin de l'année, et où il y aura un chapitre sur la TCD en addicto. Et pas seulement pour borderline addicto. Faites-vous payer les séances de coaching? Non. Le groupe thérapeutique est donc transdiagnostic, tout à fait, que en libéral et en addicto, sur les deux que j'anime pour l'instant. Et ce sera la même chose pour les adolescents. Le critère d'entrée sera une dysrégulation émotionnelle. Et il y a des formations en ligne sur la TCD addicto en anglais. Mais, désolée si ma remarque est un peu bête, mais il n'y a jamais de remarque bête. Si j'ai bien compris, la TCD est une forme de TCC, tout à fait, plus systémique et orientée vers l'apprentissage de compétences ciblées de différentes façons, en groupe et en individuel. Alors, attendez, il faut que je relise. Alors, systémique, si c'est dans le sens thérapie systémique qu'on entend en France, non. Je ne pense pas, enfin, de ce que j'en sais, mais je ne suis pas formée, hein, peut-être que je me trompe complètement. En tout cas, c'est orienté vers l'apprentissage de compétences et l'acceptation. On n'est pas que dans le changement. Mais c'est bien une forme de TCC. Euh, voilà. Mais parce que, alors, je ne sais pas si c'est ça, je ne sais pas si Anaëlle peut peut-être m'expliquer. Systémique, c'est thérapie systémique. Peut-être vous pouvez me le dire à l'oral, ce que vous entendiez par là. Oui, bonjour. Du coup, par systémique, en fait, j'entendais qui prend l'ensemble aussi du système familial, c'est-à-dire pas seulement l'individu, mais aussi les relations, enfin, les personnes qui entourent la personne, dont la famille, justement, comme vous l'aviez précisé. Hmm. Alors oui, si c'est ça, par contre, que les aidants. Ce qui est quand même une spécificité parce que je travaille donc en addicto et il y a un service TCA et il y a un groupe multifamilial qui est organisé par des collègues pour les patients qui souffrent d'un TCA et qui sont hospitalisés soit en hôpital de jour ou en complet. Et par exemple, ils voient les frères et sœurs. Dans la thérapie adolescents et leurs familles, les frères et sœurs ne sont pas inclus. L'idée, c'est pour les aidants. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas placer la fratrie comme aidant. Voilà. Et il y a le pendant pour les adultes, c'est-à-dire que, enfin, et même pas, ils accueillent aussi des parents d'ados. En fait, il y a, si vous ne connaissez pas, il y a Connexion familiale. Vous pouvez aller voir, ils ont un site internet. Connexion familiale, c'est une association mondiale, mais qui a une antenne en France. Euh, en fait, ce sont des programmes TCD qui sont dédiés à la famille, en tout cas aux aidants. Donc, soit les conjoints ou les conjointes, soit les parents. Ou si c'est un frère qui s'en occupe, voilà. Mais il n'y a pas la fratrie, c'est l'aidant. Hein, il faut être en position d'aidant. Et effectivement, dans ce programme Connexion familiale, donc moi aussi j'y suis formée, euh, eh bien, on va apprendre à ces familles ce qu'est le trouble de la personnalité borderline, c'est quoi d'être dans une dysrégulation émotionnelle, et puis ils vont apprendre la validation, ce genre de choses. Et ils ont expérimenté sur Versailles un groupe pour la fratrie, mais qui du coup est à part, qui est un programme beaucoup plus court, parce que ben, ils n'ont pas, voilà, donc, et effectivement, dans les groupes multifamiliaux de mes collègues TCA, là, c'est pas du tout la même chose parce que là, ils prennent en compte tout le système, y compris les frères et sœurs, mais ce qui demande un engagement certain. Là, ce qu'on demande, c'est l'engagement des parents, en fait. Alors, oui, voilà, connexion familiale, merci Robin. Alors, le coaching tel ne prend pas trop de temps libéral, absolument pas.
Faut-il garder une permanence de nuit ou un renvoi vers les services d'urgence? Alors, on n'est pas obligé de répondre dans la seconde. Enfin, voilà, moi, si je suis en consultation, je réponds pas. En fait, je vois même pas mon téléphone ni mes mails, voilà. Donc, on s'engage à répondre dans les 24 heures. Mais non, non, on n'est pas... et qu'effectivement, il y a le 31-14 qui existe et les urgences si besoin. Tout à fait. Mais non, il n'y a pas de permanence. Et non, ça ne me prend pas trop de temps. C'est souvent la crainte des professionnels et, qui, dans la réalité, ne s'avère pas juste, hein. Pourtant, on parle de plus en plus de jeunes aidants. Tout à fait, s'ils sont aidants, voilà. Mais en tout cas, je pense que la position de connexion familiale est de se dire aussi que les frères et sœurs ne sont pas des aidants. Si on les positionne comme aidants, ils vont l'être. Je me dis que c'est pour ça aussi que le groupe de frères et sœurs a été fait, parce que certainement on ne les positionne pas comme aidants, mais comme aussi ayant envie de connaître la pathologie de leur frère ou de leur sœur, et qu'eux aussi peuvent avoir envie de savoir comment réagir. Mais pour eux, enfin voilà, je me dis, c'est pas la même chose que d'être parent ou d'être conjoint. Euh, alors, euh, alors, oh là là, alors, apprentissage de compétences, voilà, très bien, pour fratrie ou enfants aidant des parents en souffrance, addicto, maladie chronique. Euh, alors là, si du coup c'est un parent, enfin un enfant qui doit s'occuper, qui est tuteur, hein, curatelle, j'imagine, mais ça encore, j'en sais rien. Je pense qu'il faudrait poser la question à connexion familiale parce qu'il y a des troubles cognitifs ou il y a des choses et que effectivement l'enfant est le tuteur et pour tout le monde, mais sinon on va pas forcément, je pense pas qu'ils vont être pris dans. Il faudrait poser la question à connexion familiale. Je suis peut-être pas la bonne personne. Mm. Du coup, de prendre la parole, si vous m'entendez. Oui? Oui. Non, non, c'est moi qui réagissais sur les jeunes aidants. C'est vraiment une caractéristique sur laquelle maintenant on met beaucoup l'accent. Ce ne sont pas des gens que l'on met dans cette situation, mais qui sont de fait dans cette situation-là. C'est-à-dire que les intégrer finalement à des groupes comme ça, c'est pas leur donner un statut qu'ils n'ont pas, c'est qu'ils l'ont déjà dans les familles où vous avez parfois un enfant atteint de TDAH, par exemple, ou de troubles d'opposition, les frères et sœurs, de fait, sont mis à contribution, sont déjà à contribution, se mettent en retrait ou peuvent avoir aussi des problématiques en termes d'expression émotionnelle, hein, donc c'est en ce sens-là, quand je disais fratrie ou proche ou des enfants ce sont pas forcément des enfants qui ont une tutelle, mais qui de fait, si mon parent, par exemple, a un cancer, de fait, je vais avoir une implication plus importante dans les tâches ménagères. Je vais peut-être me mettre un peu plus en retrait, avoir des difficultés au niveau scolaire. Voilà, j'ai de fait quand même une implication et ça n'est pas parce qu'on m'intègre dans un groupe, par exemple, que on va me donner un statut que je n'ai pas. Il est déjà existant pour la plupart de ces jeunes-là. En tout cas, là, Ouais. dans le cas de la TCD ados et leur famille, en tout cas, moi, ce que j'ai retenu, mais peut-être que j'ai pas tout retenu, c'est qu'il n'y avait pas forcément la mise en place de la fratrie. Et moi, mais c'est qu'un avis et peut-être c'est pas le bon, mais je me dis, c'est comme si moi, si je l'intégrais dans les groupes, j'allais valider que il devait encore, enfin, comme si je valide que ça le met dans cette position. Et moi, je veux pas valider ça. Et du coup, moi, ça me gênerait en ça. C'est comme si je venais, voilà, et je me dis, j'aurais plutôt envie de travailler avec les parents sur peut-être leur envie aussi de laisser cette place à cet autre enfant autrement, et comment travailler avec ses parents, plutôt en guidance parentale sur bah, comment pouvoir aussi prendre soin de l'autre enfant. Et comment qu'ils reprennent leur pleine place de parents en laissant moins euh, je- bon, mais après, je parle de TPL, enfin dysrégulation émotionnelle. Je parle pas de parents qui ont un cancer. Enfin, voilà, je parle plus des situations que je rencontre. Généralement, quand les choses s'apaisent entre les parents et l'adolescent,
qui a surtout des comportements très externalisés, très inquiétants. Ça apaise aussi la fratrie. Enfin, en tout cas, c'est ce que me renvoient les parents. Et que s'il y a vraiment des difficultés, je suis plutôt à renvoyer vers peut-être un suivi, eux aussi, de l'autre côté. Voilà. Euh, c'est clair ou pas à la personne qui me posait la question? Je suis désolée, j'ai pas retenu votre prénom. Oui, non, non, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Oui, je comprends votre point de vue. Mais Merci. voilà, Oui, non, oui, tout à fait. peut-être n'est-il pas le bon. Merci. Et donc, effectivement, ceux qui font le groupe d'apprentissage de compétences TCD n'ont pas besoin de participer à Connexion familiale. Il y a énormément de points communs. Alors après, il y a des parents qui ont besoin de peut-être échanger avec d'autres parents sans l'adolescent. Et effectivement, les programmes de connexion familiale sont merveilleux pour ça. Mais ils peuvent le faire aussi dans les groupes d'ados, puisque ils sont avec d'autres parents qui vivent la même chose. Alors, y a-t-il des attestations de présence pour ce webinaire? Je laisserai Héloïse répondre à cette question. J'en ai aucune idée. C'est pas, je suis désolée. Eh ben, il faudra, je pense que faudrait redemander, je sais pas via quel, envoyer un mail qui avait été partagé. Il y avait un mail qui avait été partagé. Si vous n'aviez pas les codes de connexion, peut-être qu'il faudrait demander à ce mail-là. Sinon, moi, je demanderai. Mais je suis désolée, j'ai pas plus d'informations que ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je vois qu'il est 21 heures. Bon, il n'y a pas l'air... Oui, vive la TCD, oui, je suis bien d'accord. Il y a 10 ans, ça n'intéressait personne, je vous assure. J'étais hyper contente. Moi, j'ai traversé la France pour aller faire cette formation. J'étais joie. Ces gens, ah bon, c'est quoi? Mais ils me sont vraiment... vous m'écoutez après. Et maintenant, je suis mais tellement ravie que ça intéresse plein de monde. Si vous saviez. Je parle de gens et les autres, ils connaissent. C'est formidable. Bon. Et en ce qui concerne, là, il y a deux questions sur les enregistrements. Je sais pas non plus euh, qu'est-ce qu'elle va en faire. J'essaierai de revenir. Je pense que je vais voir avec Aurélie et essayer de remettre un mail commun à tout le monde qui a été présent sur les différentes formations, interventions et webinaires. Ah bah voilà, merci Morgane. Apparemment, la présidente est en ligne. Bon, je sais pas, peut-être qu'on peut clôturer si il n'y a plus de questions. Oui. Bah, merci beaucoup en tout cas. Ah oui, Merci à pour vous. votre intervention. C'est super. Et donc, là, apparemment, bah, elle sera sûrement en ligne sur YouTube après, en rediffusion.